messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bistro Liberté qui existe grâce à vos dons. Et je vous invite bien évidemment à faire ces dons sur le site de TV Liberté, tvliberté avec un S.com. Cette émission est enregistrée 48 heures après l'attentat terroriste islamiste perpétré à Paris qui a fait 12 victimes, journalistes, dessinateurs et policiers. Cette information vient bien évidemment chambouler un peu l'ordre de cette émission et je voudrais donc tout de suite vous présenter les sociétaires et puis notre invité. Alors les sociétaires, il y en a certains que vous connaissez. Il s'agit par exemple de Philippe Randa qui est journaliste, écrivain, éditeur, journaliste au quotidien Présent qui est devant vous. Bonsoir Philippe Randa. Bonsoir Martial. Nicolas Gauthier qui est lui journaliste et aussi écrivain mais à Boulevard Voltaire. Merci d'être avec nous Nicolas. Bonsoir Martial. Nicolas pouvant en cacher un autre, Nicolas Gardère qui est avocat, qui est aussi l'homme qui fait les tribunes de Libération dorénavant. Ça vous change de l'humanité ? Non, enfin j'écris la même chose, moi. Je ne change pas à cet égard, mais bonjour Martial. Bonsoir Nicolas, merci d'être là en tout cas. Et puis une nouvelle sociétaire, en l'occurrence Solange Bier-Charton. Bonsoir, merci d'être présent avec nous. Alors vous êtes une jeune romancière, ça se voit, jeune romancière. Maintenant on l'apprend pour ceux qui ne le savaient pas. Une jeune romancière à succès et catholique. Alors catholique et à succès, je trouvais que c'était un peu contradictoire, moi je trouve. Oui, mais je n'écris pas du tout en tant que catholique. Je pense que je ne suis pas engagée comme catholique dans mes écrits. Ce qui ne m'empêche pas de l'être, mais... Deux ouvrages à succès, j'ai dit Enjoy, le premier, et puis le second, c'est Nous sommes jeunes et fiers. Alors dans le public, ça peut fonctionner, j'ai l'impression que ça répond bien à cela, mais c'est surtout un roman de considération politique, vous avez dit, de considération politique au sens large du terme. Ça veut dire quoi, ça ? De toute façon, déjà, premièrement, ce sont deux titres qui sont très ironiques. Hein. Donc évidemment, il sonne un petit peu marketing, mais c'est précisément toujours ce que j'écris, c'est toujours de l'anti-marketing. Donc voilà. De considération politique, au sens large, en tout cas, c'est un livre sur le déracinement et la perte d'identité. C'est très très en vogue aujourd'hui, mais bon, j'ai écrit ce livre il y a déjà 2 ans et enfin voilà, il est sorti il y a 1 an et voilà, c'est une petite fibre barésienne. Sans doute, bien sûr. Oui. Revendiquée ? Pas souvent, mais c'est évidemment, ça fait partie des auteurs qui m'habitent, oui. Je vous ai invité aussi ce soir parce que vous avez rédigé cette semaine une très belle tribune dans le Figaro pour évoquer Houellebecq, qui sera un des sujets de cette soirée. C'est donc aussi à ce titre que je vous invite. Bienvenue parmi nous. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin. Merci. Et je compte sur vous, Nicolas Gardère. Hein, pour que tout le monde reste jusqu'à la fin. Oui. Et donc, je voudrais aussi présenter notre invité. Il s'agit de Jean Robin. Bonsoir Jean Robin. Vous êtes journaliste aussi, éditeur. Vous avez fondé la maison Tatami en 2006, merci. Et le site d'information en ligne, Enquête et Débat, c'était en 2010. Et vous êtes auteur tout récemment d'un livre noir. On va garder celui-ci pour ce soir, parce que vous en avez écrit plusieurs, mais c'est le livre noir des géants de l'Internet. Alors la dernière fois qu'on vous a vu à l'antenne, c'était vous sur Canal+, mais c'était pour interrompre le grand journal. C'est pour ça que j'espère que tout se terminera bien ce soir. Alors vous avez interrompu l'émission avec Decaune et Didier Deschamps. Est-ce que vous avez invectivé Didier Deschamps, qui est l'entraîneur de l'équipe française de football, en criant « Deschamps est dopé, Deschamps est dopé ». Et qu'est-ce que vous prenez ? Vous étiez aussi dopé, non ? Alors, non, en fait, c'était Deschamps était dopé, puisque je l'ai invectivé. En fait, j'ai rappelé un fait qui est complètement censuré des médias depuis des années et des années, alors qu'il était capitaine de l'équipe de France et il est désormais sélectionneur de l'équipe de France de football. Il était dopé, il le nie même pas. Il le nie même pas, puisqu'à l'antenne, il a déclaré « je n'ai pas à le nier ». Comprendre, tout le monde comprend là. C'est-à-dire qu'il n'avait pas à le dire, qu'il le niait parce que c'était évident qu'il l'était. Non, parce qu'il a reconnu avoir utilisé de la créatine et puis bon, il refuse de répondre sur ces questions désormais. Mais moi, j'ai voulu mettre ça sur la place publique et ça a bien marché puisque 80 médias en ont parlé alors que d'habitude, c'est des brèves ou des... on en parle quasiment pas. Je me permets de poser une question parce que je me souviens à l'époque, Zidane, oui. À l'époque où ils étaient à la Juve, oui. Zidane avait dit « j'ai pris de la créatine et j'arrête d'en prendre ». Mais on parle juste de ça, là. C'est juste la créatine qui était un produit autorisé en Italie à l'époque dont vous parlez ? Non, alors là, je renvoie au chapitre que j'ai consacré à ce sujet dans un petit dictionnaire des débats interdits mais légaux, parce qu'on n'est pas en pays de liberté d'expression, on va en reparler peut-être ce soir. Et donc Zidane est évidemment un des dopés de l'équipe de France, peut-être
Voilà, ça aussi, ça fait baisser beaucoup de mâchoires en France, mais il faisait renouveler son sang, notamment, ce qui est interdit, évidemment, dans la pratique footballistique. Et celui qui a vendu la mèche, c'était notamment Johnny Hallyday, son grand copain. Et après, Zidane avait été obligé de dire non, mais parce que Johnny Hallyday avait dit oui, il va en Suisse avec moi et on se fait des changements de sang, je ne sais pas quel terme technique, mais donc il y a beaucoup de choses comme ça qui ont filtré, que des journalistes ont dit, Denis Robert et d'autres. Mais évidemment, ça n'a jamais fait les grands titres des journaux, même de l'équipe, qui pourtant, sur Lance Armstrong, parle énormément, quoi. Vous dénoncez la mafia des médias de service public. Vous allez même plus loin en dénonçant la mafia dont Laurent Ruquier est le parrain. Cette mafia bras armé de l'oligarchie et qui partage donc la même idéologie marxiste. Vous n'êtes toujours pas dopé. Disons qu'au début, j'utilisais des termes moins forts, mais au bout d'un moment, au fur et à mesure que les faits s'accumulent, il faut bien se rendre compte qu'on est dans un pays communiste, en fait. Alors je sais bien que ça va en faire rire certains en disant « regardez, il y a des commerces dans la rue ». Oui, sauf que Valéry Giscard d'Estaing lui-même disait qu'à partir de 40% de PIB géré par l'État, on est en pays socialiste. On en est à 58%. Bon. Et alors, les services publics en font partie, évidemment, et parmi ces services publics, vous avez France Télévisions. Et parmi France Télévisions, vous avez l'héritier d'Ardisson, à qui j'avais déjà consacré un livre, qui est Laurent Ruquier. Et Laurent Ruquier, une mafia, c'est pas forcément... Ruquier, il n'a pas l'air d'être chef d'une mafia. Non, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais enfin, on a le droit de parler chez lui. Vous savez que êtes allé chez Ruquier, non? Non. Pas encore. Non. Pas encore. Vous êtes allé chez Ruquier? Pas encore, ça va venir. Non, mais les apparences, vous savez, c'est la ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, et il va toujours se présenter sous des apparences très sympathiques. Donc voilà, pour moi, c'est très clair. Il y a une mafia, c'est-à-dire un réseau de gens dont font partie des Gérard Miller, des Émeric Caron, qui s'invitent les uns les autres dans toutes les émissions qu'ils font. Et ils ont cette équipe depuis 10-15 ans maintenant. Ils ont toutes les places qu'ils s'auto-attribuent, et même un Éric Zemmour, quand il ne fait plus partie de l'équipe. La boulevard Voltaire qui s'annonce. Si je peux me permettre de vous interrompre, ce que vous dénoncez, c'est une société médiatique de connivence, qui là, effectivement, c'est une réalité. De là à dire que Laurent Ruquier est un marxiste, il faudrait vous charger tout un peu le mulet, là. C'est quoi le lien, en fait? C'est quoi le lien entre mafia et marxiste, là? Oui, parce qu'il y a énormément de marxisme. Il y a énormément de marxistes en France qui n'ont pas le pouvoir. C'est pas amusé, quoi. Enfin, je veux dire, on peut très bien avoir... faut pas confondre déjà marxisme et totalitarisme. Et puis, il y a énormément de gens qui réseautent et qui sont organisés en réseau, et qui ne sont pas communistes. Et d'ailleurs, par ailleurs, ce que vous disiez sur le socialisme, déjà, le socialisme n'est pas marxisme, forcément. Donc, enfin, Alors, je sais qu'on fait beaucoup de nuances. C'est un peu comme sur l'islam, peut-être, on en parlera ce soir, mais islam, islamisme, La etc. vie est faite de nuances. Hein. il est intéressant de commencer votre phrase par... Il n'y a que chez Ruquier que tout est simple. Le réel est complexe. Oui. Vous allez nous l'expliquer peut-être ce soir. Et les nuances sont au nombre de 50 chez vous, je crois. Je ne sais pas si le réel est complexe. Moi, je suis un récent converti. De gris. Je suis un récent converti au christianisme, donc j'ai peut-être cette verve du récent converti, mais Jésus disait qu'il y a la vérité. Donc, si vous comprenez cette phrase, telle que je la comprends, je suis avocat, moi, donc la vérité... Oui, non, mais il y a la vérité, évidemment, mais tout ce qui n'est pas... il y a la vérité, mais je ne vois pas pourquoi vous auriez la vérité. Ah non, moi, j'ai jamais dit que j'avais la vérité, mais à un moment, les faits parlent d'eux-mêmes. D'accord, très bien, Ruquier est marxiste. Bon, alors, ce qui est un fait, c'est gauche, que grâce à vos attitudes et à vos déclarations, vous êtes devenu aujourd'hui non plus un journaliste, mais je lis maintenant, un journaliste controversé. Ah. C'est vrai, vous n'avez plus beaucoup d'amis, du coup. Non, mais moi, je ne cherche pas à me faire des amis, je cherche à informer les Français. Parce que j'estime qu'ils ne sont pas informés, puisque, comme je le dis et je vais le répéter, nous vivons dans une société communiste. Donc, en société communiste, on pense qu'on est en démocratie. Il y avait les démocraties populaires, vous savez. Elles étaient ni démocratiques, ni populaires. Et nous, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que l'UMP, le PS, le FN, le Front de gauche, tous ces partis gauchistes et qui se revendiquent factuellement, économiquement et culturellement du marxisme, d'une manière ou d'une autre, ils le revendiquent. L'héritage de Jaurès, même Sarkozy l'a revendiqué, il a revendiqué l'ouverture à gauche. Il n'est pas communiste, Jaurès. Jaurès n'était pas communiste? Non, il est socialiste. Voilà, mais... non, oui, du coup, comme vous avez décidé de ne pas faire de nuances, je comprends. Mais allez-y, continuez. Voilà. La nuance d'Emmanuel Macron là-dedans, il n'est pas vraiment d'un totalitarisme communiste stricto sensu. Eh bien si, puisque c'est très clair. Ça va lui plaire pour retrouver une majorité à gauche. Non, mais est-ce qu'il a proposé d'abroger les 35 heures? Donc il est communiste, oui, je comprends. Est-ce qu'il a proposé d'abroger le statut de fonctionnaire qui a été mis en place par Maurice Thorez? De Gaulle était communiste, si vous voulez dire le programme du Conseil national de la résistance, qui est
profondément keynésien, si vous voulez. Le général de Gaulle est un maurassien. Et donc c'est communiste de le Gaulle. général de Gaulle qui a édicté Colbert est tout communiste. le programme du CNR, selon vous? Marxiste bien connu, le Non, général. mais est-ce que c'est une question que je vous Non, pose. bien sûr que non. Ah, voilà. Bien sûr que non. Alors, est-ce Mais que le Parti concrètement, communiste- parce que là, ce que vous remettez en question, On va c'est revenir sur le débat, parce que le premier débat, c'est le plus important, et c'est celui qui nous amène bien évidemment à nous poser la question de savoir et si Michel Houellebecq avait raison. Michel Houellebecq qui vient de publier Soumission. Après Richard Millet, Alain Finkielkraut et Éric Zemmour, et en attendant Laurent Oberton, Michel Houellebecq subit les foudres et la vindicte de la bien-pensance. Alors trouvera-t-il, comme en 2001, un Claude Lévi-Strauss pour prendre sa défense et défendre un roman qui va très loin sur le plan du prophétisme, tout en possédant des éléments de vraisemblance? Eh bien, c'est la question que je voulais poser et qui, bien évidemment, se pose maintenant à l'aune de ce que Le Monde a appelé, dans son édition de vendredi, un 11 septembre à la française, c'est-à-dire l'attentat islamiste qui s'est déroulé à Paris mercredi. Solange, quel est votre sentiment sur ce bouquin? Et est-ce qu'on peut le regarder de la même façon avant et après l'attentat perpétré à Paris? Oui. Oui, parce que... Alors, je vais faire une réponse pleine de nuances. Oui, parce que... alors déjà parce que c'est du roman, mais ça ne veut pas dire que ça ne compte pas. Mais nous ne sommes pas dans la même dimension. On n'est pas en train de parler d'un livre qui avait dit « je vous l'avais bien dit, regardez, ça arrive ». Normalement, si on pense que l'islamisme est un danger pour l'Occident et pour le monde, puisque c'est un cancer qui prend le monde, on n'a pas besoin de Houellebecq pour le savoir. Donc après, qu'il fasse une fiction, une accélération de l'histoire pour certains, ou une uchronie pour d'autres personnes, évidemment que ça peut enrichir une réflexion, mais moi, comme romancière, je ne vais pas m'intéresser à... Si je veux lire des choses sur l'islamisme et sur le terrorisme, je vais lire un essai, je vais prendre un livre de criminologue. Là, je vais m'intéresser à l'art du roman, comment il joue avec le réel, le rapport entre l'art et le réel, alors, le rapport entre le discours et le récit, etc. Rapidement l'histoire, François, c'est un universitaire à Paris 3, pas Paris 1, c'était mieux, mais il est à Paris 3 Sorbonne. Il est spécialiste de Joris Carl Huysmans, et il va rencontrer un mystérieux personnage des services secrets, un intérieur, qui va lui permettre de se soumettre au pouvoir musulman qui arrive en France. Nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017, non, en 2022, je crois. 2022, après 2017. En 2017, Marine Le Pen s'était retrouvée au second tour et c'est le candidat de la gauche qui avait gagné. Mais en 2022, le candidat de la gauche, qui est Manuel Valls, est battu. Il est battu comme l'est le candidat de l'UMP, Jean-François Copé. Mais ils sont battus tous les deux à la fois par Marine Le Pen, qui fait plus de 30%, et aussi par le candidat de Fraternité musulmane, qui est le jeune Mohamed Ben Abbès. Et donc le deuxième tour est un deuxième tour entre la candidate du Front National et le candidat de Fraternité musulmane, qui va l'emporter grâce à une coalition qui se réalise avec l'apport d'une coalition UMP-PS et Modem, puisque François Bayrou a été choisi comme Premier ministre de Mohamed Ben Abbès. Et dans ce monde-là, François, eh bien ça lui plaît. C'est ça, la réalité. Oui. Et pourquoi ça lui plaît, Solange, vous qui avez pris la défense de Houellebecq? Mais ça ne veut pas dire que je prends la défense du personnage. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas pris la défense de Houellebecq. Ah si, quand même. Mais non, en fait, vous savez, j'ai écrit une tribune qui est même pas sur le livre. J'ai écrit une tribune sur la poétique de Houellebecq, sur son art du roman, en fait. Donc j'ai dit pourquoi c'était bien et quelles étaient les limites. Donc j'ai pas du tout participé à la polémique. Et pourquoi le personnage trouve ça bien? Bah écoutez, parce que Houellebecq s'échine à montrer que les gens s'accommodent très bien d'une situation aberrante dans ce livre et également dans la réalité. Dans l'Occident, quoi. Les gens s'habituent. Les gens s'habituent. Les gens vont s'habituer. Je vais m'adresser à un homme qui aime les romans coquins. Il faut qu'on me remette les romans coquins à toutes les sauces, même. Je pense que sous la domination musulmane, les romans coquins, ce ne sera pas tout à fait. Et les minuit, c'est quoi? Ils vont peut-être mieux se vendre encore sous le rideau. Mais François trouve que la polygamie, c'est bien. Et comme la polygamie est instituée, il trouve que c'est un élément. Moi, j'ai écrit des romans coquins, j'ai pas fait des romans sur la polygamie.
Puisqu'on doit parler du livre de Houellebecq, c'est quand même étonnant, ce livre, c'est une première dont on parle, donc que l'on condamne ou qu'on le loue, et il y a beaucoup de gens qui en disent du bien, avant même sa parution, parce qu'il est paru il y a quelques jours. Avant, au moins, on attendait que les livres sortent et qu'on ait l'air de les avoir lus pour en parler. Il y avait Vive Le Pen aussi, de Ménard, dont on avait parlé sans l'avoir lu. Voilà, mais oui, sur le titre. Donc ça veut dire que maintenant, on sort des livres, à la limite, on se demande pourquoi on prend la peine de les écrire. Il suffit de dire qu'on sort un livre, qu'on trouve un titre, Soumission, effectivement, c'est un titre scandaleux, et ça suffit. À quoi bon écrire un livre derrière? Bon, le service de presse a été envoyé début décembre, hein, vous savez, donc les gens l'ont lu quand même. Enfin, début décembre, oui, enfin, toute la polémique a été faite autour, avant même que le public puisse avoir accès au livre. C'est quand même assez étonnant, quoi. C'est une première. Et puis effectivement, vous posiez la question, Martial, est-ce qu'on peut en parler avant ou après de la même façon, avant ou après l'attentat contre Charlie Hebdo? Moi, je vais répondre non, parce qu'avant, on pouvait, même si c'était un roman, dire ah oui, effectivement, dans un cas de figure entre l'abominable Front National et un musulman, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y aurait une majorité? Je pense qu'après l'attentat contre Charlie Hebdo, je vois difficilement des gens penser qu'un régime islamique serait mieux que n'importe quel autre régime, même l'épouvantail islamique. Je voudrais dire une chose déjà, je suis d'accord avec Solange. C'est que parce que vous avez écrit sur Houellebecq aussi dans Boulevard Voltaire. J'ai écrit sur pour prendre sa défense. Non, parce que j'ai pas à prendre parti pour un écrivain qui écrit des romans. Quoi. Un roman est un roman, et moi ça fait quand même pas loin de 25 ans que j'écris sur tout ce qui est problématique du Proche-Orient, sur l'islam. Donc j'ai pas besoin de Houellebecq pour me renseigner là-dessus. En revanche, là où effectivement, quand on dit que c'est un livre prophétique, non, en ce sens, oui, il y aura un parti musulman qui, à échéance de 15 ans, peut remporter des élections. Il faut savoir que ce parti des musulmans de France existe déjà. Il s'appelle le PMF. Il est dirigé par M. Mohamed Latrèche, que, cher Martial, vous avez dû croiser un certain 21 avril 2002 au soir. Il était venu féliciter M. Le Pen pour son ticket au second tour. Donc ce parti des musulmans de France, qui a fait fantasmer beaucoup de gens, là où il s'est présenté, le mieux qu'il ait fait, c'était même pas 1%. Dans la Syrie, nos camarades Alain Soral et Dieudonné ont tenté aux européennes, avec leur liste antisioniste, de faire une liste pas à coloration musulmane, mais qui en appelait à importer le conflit israélo-palestinien en France, avec des clins d'œil plus qu'appuyés à l'électorat franco-musulman. Dans les meilleurs cas, dans certaines cités, dans certains bureaux de vote, ils sont montés à 3%. Donc quand on parle d'un parti des musulmans de France, là effectivement c'est de la grande pignole de Michel Houellebecq, mais il est imbattable dans le genre. Mais c'est exactement comme si aujourd'hui on voulait faire un parti des chrétiens de France. Oui, il y a Christine Boutin, ça pèse 0,2%. Il pourrait faire un parti des juifs de France. Faisons-nous l'avocat du diable. Et un parti des francs-maçons de France. C'est exactement ce qu'il disait. C'était l'époque où Dame Veil avait lancé à Jean-Marie Le Pen, qui venait perturber une de ses réunions, vous ne représentez qu'1% des voix. Non, mais aujourd'hui, le parti de M. Le Pen, 1% des voix, Philippe, en fait 30%. Vous faites une erreur, parce qu'effectivement, le Front National s'est fondé sur des fondements politiques. Or, les partis confessionnels en France, pas parce que certains qu'est-ce qui reste de démocratie chrétienne aujourd'hui en France? Il reste l'UDI et Bayrou. C'est-à-dire rien, quoi. Nicolas Gardère, dans une société anesthésiée et sans ressort, qui est un peu celle que Houellebecq imagine. C'est un transfert peut-être. Oui, peut-être qu'il fait un transfert. Un ordre nouveau musulman qui soit doux et consensuel. Est-ce que ce n'est pas une hypothèse de travail? J'entendais Alain Juppé, il y a encore quelques jours, dire à Jean-Pierre Elkabbach qu'il était favorable à un islam des Lumières, disait-il, en France. C'est d'ailleurs Jean-Pierre Elkabbach qui le disait, mais même avec la lampe d'Aladin, j'ai jamais vu un islam des Lumières. Est-ce que c'est une réalité, c'est une possibilité? Est-ce que Houellebecq, c'est cela? C'est l'idée qu'il y ait un parti, la fraternité musulmane, c'est François Bayrou qui est le Premier ministre, c'est un ordre nouveau, musulman, doux, consensuel, apaisé. Je pense que Michel Houellebecq, qui est un écrivain que je respecte en tant qu'écrivain, j'avais beaucoup aimé quand j'avais 18-20 ans, ses particules élémentaires, son extension du domaine de la lutte. D'ailleurs, c'est à cette époque aussi que j'ai lu À rebours de Huysmans. Ça m'a frappé qu'il prenne Huysmans comme prétexte pour la première partie de son bouquin, pour son personnage principal. Et vous aviez le Huysmans naturaliste, le Huysmans sataniste ou le Huysmans c'était le Huysmans d'À rebours, le Huysmans qui commence à poser son dilemme. Et je pense que c'est ça le sujet. C'est là que
fondamentalement, Huysmans et Houellebecq se rejoignent. Ce sont des penseurs du dilemme. C'est ça, je crois, la clé de lecture, et c'est en ça que je me démarque profondément de l'idée qu'il y a derrière, parce que ça n'est pas qu'un acte littéraire, c'est aussi un acte politique. D'ailleurs, Michel Houellebecq sait très bien ce qu'il fait quand il écrit ça aujourd'hui. Il a pris des positions, par ailleurs, qui étaient des positions non pas d'écrivains, mais des positions d'intellectuels sur l'islam. C'est un coup marketing, en plus. Non, mais tout n'est pas marketing, tout n'est pas... Non, il fait ce qu'il veut, c'est un écrivain de talent. C'est un écrivain de talent, d'ailleurs, il a un style qu'on décrit souvent... Des films que personne ne va voir. Attends, il écrit dans un style qui est relativement plat, mais avec quand même de magnifiques images. Moi, je trouve qu'il y a des images absolument formidables chez Houellebecq. Toujours est-il que c'est un penseur du dilemme. C'est un penseur du dilemme. Le dilemme de Huysmans, on connaît, c'est la corde ou la croix, finalement. Il a choisi la croix, comme on le sait. Mais le dilemme que pose Houellebecq, c'est finalement la soumission ou l'exclusion. La soumission ou le rejet, c'est ça son dilemme. Et moi, j'ai envie d'en appeler à ce grand et beau et fort Blaise Cendrars, qui nous dit justement que la vie n'est pas un dilemme. Il faut arrêter de penser toujours le réel dans une sorte de dichotomie. On est forcément soumis, ou on est forcément en révolte ou en rejet, etc. On doit choisir son camp, on est islamophobe, ou alors on est soumis, ou comme des gens écrivent contre moi sur YouTube, là je sais pas quoi, je baisse mon froc parce que je ne dis pas du mal des musulmans, donc je baisse mon froc, je me mets à genoux, je ne sais pas quoi, à quatre pattes. C'est ridicule, c'est la vie. C'est la vie. Au-delà du dilemme, il y a la vie, il y a le choix de la vie, le choix de l'amour. Et moi, je vous le dis, en ce jour triste, parce que moi, je suis profondément triste de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, je vous le dis, l'amour m'habite. L'amour m'habite, Martial. Et je vous le dis avec ferveur, avec force, et parce que l'amour m'habite, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Vous êtes adepte des contrepétries de canard enchaîné? C'est Charlie Hebdo. Lire Houellebecq, c'est faire élire Le Pen. Alors, Jean Robin, je ne vous ai pas demandé votre avis, et vous êtes l'invité. Ça, c'est peut-être pas faire un cadeau à Houellebecq, soit dit en passant. Mais, alors Houellebecq, soumission. En fait, moi, il se trouve que je suis l'éditeur d'un livre qui s'appelle La Mosquée Notre-Dame de Paris, année 2048. Ce livre a été censuré par les médias, je crois qu'on peut le dire. Il a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Il était peut-être mauvais. Alors, j'aimerais parler sans qu'on me coupe. On parle de liberté d'expression, donc je vais vous laisser parler. Voilà, je vais essayer d'enchaîner deux idées quand même, si c'est pas trop demandé. Donc, ce livre a été absolument censuré, y compris par les éditeurs, puisqu'il a été soumis à une soixantaine d'éditeurs qui l'ont refusé. Ce livre a été vendu à 100 000 exemplaires en Russie. Donc, s'il est mauvais, il faudra qu'on m'explique. Alors moi, je l'ai édité. Aucun média n'en a parlé. Quel est son thème? La France devient musulmane. Tiens donc. Alors en 2048, c'est vrai. Alors Houellebecq l'a-t-il lu? J'en sais rien. Mais c'est le même thème. Alors maintenant, on pourrait se demander, mais comment ça se fait que les médias parlent tous, sans la moindre exception, du livre de ce cher Michel Houellebecq, alors qu'aucun n'a parlé de la mosquée Notre-Dame de Paris d'Elena Tchoudinova? Et alors moi, j'ai ma petite thèse, vous imaginez, sur la question, et ma thèse, elle ne va pas vous surprendre. C'est que Houellebecq est communiste. Bon. Alors, vous allez dire, ça l'arrange. Il était musulman et maintenant il est communiste. Il est israélien. Il fait élire Madame Le Pen. Non, ça l'arange. Madame Le Pen, excusez-moi, mais enfin, Madame Le Pen. J'en mange un M&M's. Madame Le Pen dit à Éric Zemmour qu'elle aime bien le marxisme. Donc, à un moment, il faut écouter les gens. Et Zemmour lui-même dit qu'il aime bien le marxisme. Alors, est-ce que quelqu'un sait autour de la table pourquoi Michel Houellebecq s'appelle Houellebecq? Parce que c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Thomas. C'est sa grand-mère, je crois. Alors, de quelle obédience était sa grand-mère? Je sais pas, je m'intéresse pas forcément aux obédiences des grand-mères des. Elle était communiste et il s'en revendique lui-même dans des interviews. Je ne l'ai pas inventé. Et il se trouve que Houellebecq est antilibéral. Vous avez cité les. Mais vous savez que vous pouvez très bien. Vous pouvez quand même admirer des communistes sans être communiste. Oui, forcément. Je sais pas, non? Pas moi. Michel Houellebecq. Non, vous avez cité Les Particules élémentaires, un livre antilibéral au possible. Oui. Donc marxiste chez moi, l'antilibéralisme c'est le socialisme, c'est le marxisme. Après, vous pouvez trouver des nuances. Libéral et dire que Charles Maurras était marxiste, vous allez un peu vite en besogne. Il se trouve que Charles Maurras n'était pas anti-chrétien à ma connaissance et que Houellebecq a craché sur Jésus à de nombreuses reprises en public et dans ses livres.
Oui, Donc mais au bout d'un moment, s'il avait quelqu'un rencontré, ça serait Jésus-Christ. Je pense que Houellebecq est plus complexe que cela, quoi. Ici, alors vous pouvez voir la complexité. sa là où il y en a pas. dénonciation de la libéralisation de l'économie, mais aussi de la sexualité, parce que ça c'est important chez lui, c'est l'idée que ça ne contribue pas à l'épanouissement des humains, mais à une individualisation. Je vais juste terminer mon point et puis Je vous en après prie, je me Jean. tais. Mais, Mais il se trouve qu'en France, comme on est communiste, on a le droit de critiquer l'islam quand on est communiste. Donc Houellebecq est communiste, ça passe. Onfray est communiste, vous allez peut-être me dire qu'il ne l'est pas, ça passe. L'islam est un problème. Il l'a dit. Bon. Zemmour est marxiste revendiqué, ça passe. Alors pas quand il dit qu'il sous-entend qu'on va déporter des musulmans. Là, ça passe plus parce qu'évidemment, il y a un seuil de tolérance. Mais ça passe quand même pendant 10 ans. Zemmour a été l'un des plus médiatiques en France. Et il a craché sur l'islam, à ma connaissance, et personne ne lui a jamais rien dit, ici ou là, mais enfin, il était toujours dans les médias. Mais Elena Tchoudinova, qui n'est pas de gauche, ou moi, qui ne suis pas de gauche, ou communiste, ou marxiste, ou d'autres anti-islam, je suis désolé, mais ils n'ont pas voix au chapitre. Et ça, j'y peux rien. Mais on parlait tout à l'heure, la France est un pays aussi, un pays de réseaux, on parlait des réseaux routiers. Effectivement, si vous écrivez, vous, un livre, une diatribe ou un pamphlet anti-musulman, ou c'est moi qui le fais, il est évident qu'on n'aura pas le même accès médiatique que Houellebecq ou que Zemmour, parce qu'il faut être lucide. Hein. Autrement, on ne serait pas TV de Liberté, on serait au contraire le Canal+. Mais je préfère être ici, hein, je vous rassure. moi aussi. Si je peux vous répondre là-dessus. Si je peux vous répondre là-dessus avez rapidement, raison. c'est que comment Houellebecq a acquis sa notoriété? Il n'est pas passé dans les médias. Il était inconnu avant, comme vous et moi. Il a envoyé le bon manuscrit au bon moment. Mais non, ça il avait le bon c'est agent. une tartuffe. Parce qu'extension du domaine de la lutte, c'est un grand livre quand même. Quoi. Mais vous avez des tonnes. Les particules élémentaires, la carte et le territoire, ce que ça je vaut son développais concours. tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un livre qui a été vendu avant même qu'il soit paru. Voilà. Donc, effectivement, il y a un bon staff de communication qui a permis... Mais est-ce que c'est le staff de communication ou est-ce qu'aujourd'hui, tout débat en France, c'est sur du virtuel? C'est-à-dire que le livre qui existe, puisque maintenant il est paru, certes, mais dont on a parlé avant même qu'il soit diffusé. Donc, est-ce que c'est pas ça qui est important? Est-ce que c'est pas plus important que le fait que le livre soit paru et lu? Et si je peux me permettre aussi une chose pour revenir au cœur du livre de Houellebecq, il dit en 2017 ou 22 ou 48 chez vous, les musulmans auront un parti et tous les musulmans vont voter pour le parti des musulmans. Mais en France, il est une évidence que la présence de 6 millions à peu près de Français de confession musulmane pose de nombreux problèmes. Mais après qu'on creuse le sujet et qu'on est dans la nuance, moi, des musulmans, j'en connais quand même, j'ai grandi avec eux dans la France des pavillons qui jouxtaient celles des cités, 15 ans dans le 10e arrondissement, j'ai eu le temps de les fréquenter. Et je peux vous assurer, par tous ceux que je connais et que je fréquente encore, parce que même dans ma campagne, il y en a aussi, il y a le musulman qui vote Le Pen, le musulman qui vote NPA, le musulman qui ne vote pas. Chez ces musulmans, vous avez le dealer qui sort de prison, vous avez le cardiologue, vous avez l'homme politique. Au Front National, on était quand même les premiers, ça a été le premier mouvement à en faire élire. Il y a eu Farid Smaï. Et dire que les musulmans, c'est comme si on disait, les juifs pensent que, ou les francs-maçons pensent que. Des francs-maçons, vous en avez qui sont quasiment néo-nazis, il y avait d'autres qui sont chez les radicaux. Les francs-maçons, comme les juifs, comme les musulmans, c'est pas une catégorie sociologique. Ça n'existe pas. On se retrouve dans quelques instants. Dans quelques instants, on poursuit ce débat. Merci, à tout de suite sur TV Liberté. Liberté, nous avons évoqué longtemps Houellebecq, cours de rattrapage avec soumission pour François Hollande et Emmanuel Valls, et ça nous ramène bien évidemment aussi à la tragédie de l'attentat perpétré à Paris par des islamistes, c'était mercredi. Solange, vous vouliez juste rajouter quelque chose et je vous ai coupé dans votre élan. Oui, je crois qu'un de vos intervenants, je ne sais plus qui parlait de ça, disait qu'on ne pouvait pas enfermer une personne, si je crois que c'était monsieur, dans sa... En fait, ce côté-là, c'est facile, c'est Nicolas. Donc, ben voilà, c'était Nicolas. On ne peut pas dire qu'un juif vote comme ci ou comme ça, ou qu'un musulman vote... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'archétype. C'est comme, d'ailleurs, ça rappelle la façon dont ils ont d'enfermer les homosexuels ou les hétérosexuels, comme si il pouvait y avoir une communauté d'homosexuels. Les gens sont très différents. C'est comme il y a des droitiers, des gauchers. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le fait que je sois par ailleurs catholique ne détermine pas grand-chose, en fait,
s'en est Parce bien que je rendu compte. consiste pas, je fais pas partie de la Solange, communauté. Parlez-nous un peu de votre marxisme. Est-ce que Oui, vous voilà. êtes catholique? D'accord, écrivain, d'accord. Mais vous avez quand même une généalogie, ça s'inscrit Oui. dans quelque chose de oui. dur, Elle de dit que son lourd. catholique- Je l'ai Il y a dans un le- déterminisme quand je même l'ai chez dans vous, le- c'est dans les gènes. Je l'ai dans le sang, oui, tout à fait. Non, je viens d'une famille En tout cas, vous le défendez bien. gaulliste. Non, en fait, ce que je défends, c'est la nuance. En fait, c'est l'intelligence que je défends. C'est là le fait de dire que donc on je peut suis pas bête. dire, on peut pas dire que tout le monde, en fait, Dites-le, est, dites-le. On va est- poursuivre. Et Et je marxiste. voudrais profiter, puisque nous avons évoqué l'attentat, pour dire que TV Liberté a toujours mis à l'honneur ses dessinateurs, et tout particulièrement Ignace, que je tiens à saluer en ces moments difficiles pour les dessinateurs. Et bien voilà, Ignace, lui, est bien le fait. Et il ne bénéficie pas malheureusement du parapluie nucléaire de la liberté d'expression qui est valable pour certains mais pas pour les autres, et vous n'en faites pas partie, vous n'êtes pas parmi les élus, c'est comme ça. Mais bravo pour ce que vous faites, ici et ailleurs. Il est bien Internet, chaud, en plus. Internet, même pas peur, Nicolas Gardère. 75% des Français ont J'aimerais bien que accès vous m'appeliez à l'Internet. le marxiste Nicolas Gardère à chaque fois. Le Non, mais communiste ou le Bah, marxiste. il Non, mais écrit c'est- pour c'est compris dans le l'humain, nom. c'est quand même C'est hyper compris dans le douteux, nom. quoi. Il écrit pour l'humain, attention. Il est 60. peut-être marxiste. 75% des Français ont Oui, accès à j'écris dans l'humain, l'Internet. et même Attention. du dimanche. L'humanité fondée par Je sais. Jaurès. Par La Jeannot. facture numérique Par Jeannot. tend à se réduire. Par Jeannot. Est-ce que je peux parler Le d'Internet? grand Jean Jaurès. Est-ce que je peux On parler n'a pas le droit à un Jean journaliste Jaurès. assassiné d'ailleurs. Non, mais on disait tout à l'heure qu'il n'était pas marxiste. hein, Attention, c'est pour ça. non, on a dit qu'il n'était pas communiste, Alors, ce n'est pas pareil. Allô. Le marxisme de Jaurès, c'est quand même particulièrement hétérodoxe. Enfin, on va pas c'est faire formidable. rentrer dans le C'est détail, qu'en mais fait, je me suis c'est un aperçu un que marxisme le un peu meilleur mystique. cadeau qu'on pouvait faire aux journalistes qui ont été, comment dire, assassinés, c'était de leur rappeler une émission avec Michel Polac qu'ils avaient fait avec des journalistes de minutes. Ça s'était terminé en fanfare, mais ça on a pris tout le... Vous voyez, comme quoi on peut Sauf faire que des là, choses là, aussi les très bien. cendriers ne volent pas, mais Parce qu'il y en on a n'a pas plus. de plus Parce qu'il fumé. y en a plus. Eh ben voilà. La fracture numérique en France tend à se réduire. Si Apple nous a appris à être plus rapide et nomade, Google nous rend plus intelligents et Facebook plus convivial. Internet est donc notre ami, mais voilà pourtant des voix s'élèvent, comme celle de Jean Robin dans son livre noir des géants de l'Internet, pour dire que les grandes compagnies de l'Internet sont une super Stasi, nous dire voilà, qui vise à s'accaparer notre vie privée. La face cachée de l'Internet n'est-elle pas la destruction de valeurs, l'exploitation des données personnelles ou des entorses au principe de liberté? Est-ce que là, ça peut faire débat, ce que je viens de dire? Une atteinte à la vie privée, Internet, j'ai quand même l'impression que là, ça va être consensuel. C'est très clair. On va voir. Je suis pas sûr. Je pense que je vais en énerver encore certains parce qu'il se trouve que dans mon livre noir des géants d'Internet, je cite des gens beaucoup plus éminents que moi, beaucoup plus intelligents que moi, qui disent effectivement que Facebook, c'est une Stasi moderne, beaucoup plus puissante que la Stasi. Et même les Allemands de l'Est à l'époque se seraient révoltés si on leur avait dit ben maintenant, vous allez nous donner toutes vos informations, on va les stocker et puis on pourra les utiliser. Bon. Ben pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui tous les jours et auquel on participe nous-mêmes. Mais ça va plus loin, parce que quelqu'un qui s'appelle Jaron Lanier, vous devez le connaître, parce que vous êtes très intelligente. Ah, vous savez pas qui c'est? Non, je suis pas très intelligente. Ah bah voyez, on y arrive. Alors, Allons. Jaron Lanier, c'est un des pionniers du web, un Américain. Et lui, il a qualifié ces géants de l'Internet, alors c'est pas moi, c'est Jaron Lanier, vous vous renseignerez pour savoir qui est Jaron D'accord, Lanier. promis. Il a qualifié ces géants de l'Internet de maoïstes. Voilà, maoïstes digitaux. Et voilà. Alors pourquoi? Eh bien parce que il se base sur une information gratuite. Donc il n'y a pas de droit de propriété. Et c'est bien le drame des journaux. Et d'ailleurs Charlie Hebdo, il y a quelques mois, avait lancé un appel à souscription parce qu'ils s'en sortaient plus, parce que eux au moins, on peut leur reconnaître ça, ils ne touchaient pas de subventions. Et aujourd'hui, la presse crève de subventions de l'État parce que elle ne sait plus vendre. Mais il y a le drame de l'Internet avec cette information gratuite. On est tous habitués maintenant à ne plus Vaste payer sujet pour pour nous l'information. tous. Et du coup, cette information gratuite et les données personnelles gratuites qui valent pourtant, qui ont beaucoup de valeur, qu'on devrait pouvoir vendre ou louer à des gens qui voudraient nous envoyer de la publicité, par exemple. Ben ça, on le donne gratuitement et ensuite, Google, Facebook et les autres s'en servent contre nous. Donc c'est ça que Jaron Lanier dénonce et moi, je me fais son relais parce que pour l'instant, il est très peu écouté en France. Nicolas, est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Gardère, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Internet. J'ai essayé de suivre, c'est vrai que j'ai une intelligence un petit peu médiocre, un petit peu limitée, mais de ce que j'ai compris, Marxiste. il y a Marxiste. effectivement un problème de liberté, enfin de vie privée. Oui, enfin je veux dire, je peux pas être contre les caméras de vidéosurveillance
et dans le même temps complètement, comment dire, en vénération devant Internet, les réseaux sociaux, etc. Et effectivement, cette vie privée qui est derrière utilisée à des fins commerciales. Mais bon, moi, très honnêtement, ce qui me passionne et ce qui m'intéresse plus vis-à-vis d'Internet et des réseaux sociaux, etc., c'est plutôt l'enjeu culturel que l'enjeu commercial ou l'enjeu de liberté publique, même si c'est mon violon d'ingre numéro 1 et la source de mon combat politique et intellectuel, la défense des libertés publiques. Mais c'est vrai que c'est un sujet, finalement, qui m'intéresse de manière assez secondaire. Ce qui m'intéresse plus, et là c'est plutôt le pédagogue qui s'adresse à vous, Martial, c'est le néant culturel. C'est-à-dire le passage d'une société de connaissances et de savoir à une société... J'ai lu Huysmans avant vous. Hein. Oui. Vous étiez encore gamin, vous ne saviez pas où c'était dans la bibliothèque. Restez calme. Hein. Non, mais je le dis comme ça. Le passage d'une société de connaissances à une société de communication. Et c'est ça qui me semble absolument dramatique aujourd'hui, c'est le temps gigantesque que passent les adolescents, mais maintenant les jeunes adultes. Ça, c'est de vous. Simplement, vous pouvez le huer à tout instant. Simplement, il n'a pas encore été hué, il n'est pas content. Simplement, justement, à communiquer par Internet, par SMS, au téléphone, par les réseaux sociaux, etc. Parce que le portable, parce que Facebook, parce que tout le monde a un ordinateur et tout le monde a un smartphone. Et donc ces heures qui sont consacrées uniquement à ça, à communiquer, pourquoi pas, mais sur quoi ? Sur rien, sur du vent. Parce que la culture, l'apprentissage, la lecture, tout le temps passé à se cultiver, finalement, il a été consacré uniquement à de la communication. Nicolas, et vous avez lu le drame... Vous avez pris le temps de lire Huysmans, eux, ils vont se... Exactement. Je vais vous dire. Ils vont regarder un rebond Huysmans, ils vont lire l'affiche, ils sauront même ce qu'il a écrit mais avant non, vous. ils le feront pas. Ils ne le feront pas parce que utilisent Internet de manière utile et efficace, parce que moi, Internet, c'est un outil qui est extrêmement utile et extrêmement efficace pour moi. Quand j'ai rédigé ma thèse de doctorat, j'étais bien heureux d'avoir accès à Internet, accès à de nombreuses ressources étrangères. Sainte-Geneviève dans son smartphone, c'est fabuleux. C'est ce que je dis. Mais qui se sert d'Internet de cette façon? Pourquoi vous leur faites pas confiance aux jeunes? Vous avez peur des jeunes, vous leur faites même pas confiance de ça? Mais non, mais justement, Martial, vous aviez dit que vous en tant qu'enseignant, c'est vrai, mais c'est notre vie. En tant qu'enseignant, je m'inquiète et j'essaie de stimuler au maximum mes étudiants pour qu'ils lisent le plus possible. Ce que je veux juste te dire, c'est que... c'est parce que vos étudiants sont à Sciences Po, mais ils ne sont pas représentatifs de toute la jeunesse. Hein. Alors, vous savez, il y en a une qui est intelligente je vais vous dire, ceux de Sciences Po... Franchement, Martial. C'est la jalousie qui peut parler. J'enseigne dans plein d'endroits différents, à plein de niveaux différents, etc. Et je peux vous dire que les étudiants de Sciences Po, ils sont bons, ils sont vraiment bons. Mes étudiants de Paris 5 en première année de droit constit, je leur fais un petit coucou, c'est pas le même niveau. Et tout ça pour vous dire que, vous savez, quand à 17 ans j'ai eu mon bac, je suis parti de chez moi avec mon baluchon. La meilleure chose que j'ai faite, c'était à peu près comme ça que ça s'est passé. Vous avez lu Huysmans, mais vous avez lu Zola aussi. Alors, donc, le communiste Étienne Lantier... Tu es allé du pied au puits chercher l'eau aussi. Exactement. Non, mais la meilleure chose que j'ai faite... Ton père buvait, ta mère a fait le trottoir. La meilleure chose que j'ai faite en allant à la fac... Même le chien t'aimait pas. C'est de ne pas prendre ma console de jeux vidéo et mon ordinateur avec moi. Parce que j'avais rien, donc je m'emmerdais, donc j'ai lu énormément, et c'est ma culture littéraire notamment et philosophique, c'est entre 17 et 22 ans, mes années de fac, avant la thèse, c'est là que j'ai fait l'essentiel de ma culture. Et ce que je trouve triste, c'est qu'aujourd'hui, cette sollicitation permanente, cet accès permanent à ces outils de communication, fait que voilà, on se remplit avec tout ça, et Huysmans... Et tous les autres, on parlait je parlais tout à l'heure de la pensée des penseurs du dilemme, mais c'est cet écho aussi aux années 30, c'est Aragon, Aurélien versus Gilles de Drieux, quoi. C'est ça, les communistes, le communiste Aragon, le communiste, c'est la fausse opposition entre le communiste Aragon et le communiste Drieux-La Rochelle. Nicolas, excusez-moi, Philippe, est-ce que vous êtes comme Nicolas, vous pensez que c'était mieux avant? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas lu Huysmans et qui survit quand même dans cette société... Plutôt Drieux-La Rochelle, oui, voire même Lucien Rebatté. Mais pour des raisons politiques et non pas littéraires. Vous parlez, pour des raisons littéraires, j'ai lu d'autres auteurs. Le Gilles de Drieux, c'est pour des raisons littéraires. Vous parlez d'Internet comme une chose qui semble finie, alors que Internet a moins de quoi une petite vingtaine d'années où tout le monde est sur Internet. C'est une jungle. Et dans une jungle, il y a tout. Et il n'y a surtout pas de loi. Donc, aujourd'hui, on y trouve le meilleur ou le pire. Effectivement, on y trouve de la délation, de la diffamation, des mauvaises informations. On y trouve une culture extraordinaire qu'on n'a jamais pu avoir avant.
Et de tout ça, pour l'instant, on est broyé dans tout ça. On n'arrive pas à calculer, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut avec l'outil. Mais je pense que les lois vont arriver sur Internet. Peut-être aussi des lois restrictives au niveau de la liberté d'expression, bien sûr, mais on pourra limiter la diffamation, les insultes. On ne pourra plus tout se permettre avec Internet. Et peut-être que les gens aussi vont se lasser à communiquer sans arrêt sur les Facebook, les Twitter, tout et n'importe quoi pour rien. Non, ça, alors, vous pouvez demander au public, ils ne se lassent pas. Jour et nuit, moi je vois mes enfants maintenant tout le temps. On verra ça. Jour et nuit, ils sont sur Facebook. Veux-tu être mon ami, dit un Facebook très satanique. Sataniste aussi. Solange, est-ce que vous tweetez? Oui, un petit peu. Alors, moi, je suis un peu schizo parce que j'ai écrit un livre, j'ai écrit un roman qui imagine un réseau social inspiré de Facebook, mais un peu plus, comment dire, totalitaire. Mais tout le monde accepte ça et tout le monde trouve ça normal. Et donc, voilà, vous êtes d'accord avec Jean? Enfin, ça y est? Non, parce que j'alimente, parce que je pense pas que le totalitarisme soit nécessairement marxiste. Mais en revanche, J'ai pas dit ça. comment dire, oui, j'ai mon premier Facebook roman. Totalitaire, parce que Facebook, c'est pas totalitaire. Si, justement, mais je veux dire, c'est plus, voilà. J'ai augmenté la réalité, et donc, ce que disait Nicolas tout à l'heure, je suis tellement d'accord. Enfin, c'est vraiment un truc. J'ai été professeur de français très très peu parce que j'ai démissionné, mais j'ai vu ce que c'était. Que les gens qui avaient, à l'époque, 10 ans de moins que moi, et déjà j'ai été effarée. Mais bon, vous allez me dire, j'étais déjà effarée, quand j'avais 14 ans, les gens qui avaient 14 ans avec moi, mais bon, là c'était vraiment... j'ai vu des gens qui passaient leur vie qui ne pouvaient pas fixer leur attention. Juste un instant, est-ce que derrière moi, est-ce que vous pouvez me dire ceux qui sont sur Facebook, s'ils veulent bien lever la main? Tout le monde, je pense. Ah oui, ça fait mal, ça. D'accord. Ah non, mais... D'accord. Et sur Twitter? D'accord. Parfait. C'est parfaitement clair. Twitter est moins divertissant, je pense, parce qu'il est moins sur l'image. Mais c'est un peu plus, effectivement, professionnel. En revanche... Est-ce que vous comprenez ce que dit Jean, et que moi je trouve très fort, qui est qu'aujourd'hui, les gens acceptent de donner des informations qui, en d'autres temps, dans d'autres régimes, quels qu'ils soient, eût été considérés comme des atteintes à la liberté d'expression. Évidemment. Je vois, on demande les préférences affectives, sexuelles, tout. Les gens acceptent énormément. Les gens acceptent de donner ce débat-là. J'ai fait un roman qui ne parle que de ça. Il y a un côté exhibitionniste aussi. Les gens, s'ils donnent tous ces renseignements, s'ils répondent à leurs préférences sexuelles, gastronomiques ou autres, c'est parce qu'ils le veulent bien. Si je peux me permettre, l'esclavage le plus efficace, c'est celui qui est autoconsenti. Bien sûr. Et comme sur Internet, grâce ou à cause de l'exhibitionnisme, tout le monde a envie de dire ce qu'il aime parce qu'il pense que ça va intéresser les autres, ce qui n'est pas toujours le cas. Et vous-même, on parlait des terroristes, mais même des Mohamed Merah et les Ménouches. Ce qui est fascinant, c'est que ce sont des gens qui agissent comme des acteurs de télé-réalité. Entre Merah et Nabila, je vois pas très bien la différence. On est dans le spectacle, évidemment. Ils tuent quelqu'un, hop, ils se font un selfie. Ils vont poster la vidéo sur Dailymotion en attendant que les likes arrivent. Effectivement, c'est la télé-réalité. Un cran au-dessus, mais il y a eu des films sur le sujet, Le Prix du danger d'Yves Boisset, qui était remarquable. Qu'on a reçu ici à TV Liberté. Oui, mais c'est de l'exhibitionnisme, effectivement, et c'est le fameux quart d'heure de célébrité warholienne. Au moins, Merah aurait été célèbre pendant quelques jours. Et Nabila aussi, le coup d'un coup de téléphone. D'ailleurs, vous êtes un collectionneur de snuff movies, je crois. Ça encore, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Hein. Viens chez moi, je vais t'en montrer. Hein. Je ris de tout. Jean, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter le fait que, pour rebondir, justement, on parlait des terroristes. Je pense que les gens, avec les réseaux Internet actuels, pourquoi est-ce qu'ils les utilisent aussi facilement? Pourquoi est-ce qu'ils donnent autant d'informations aussi facilement? C'est qu'ils ne voient pas encore les conséquences que cela peut avoir sur leur propre vie. Sauf quelques exceptions qui se font, parfois il y a des suicides déjà, de jeunes qui ne supportent pas cette surexposition, ces colibets, voire ces calomnies, voire ces diffamations. Et c'est pareil avec l'islam, et avec tant d'autres choses, qui arrivent avec sont des agneaux, des loups, pardon, dans des costumes d'agneaux. Là, Facebook et Google aussi, donc ils sont gentiment, ils vous apportent des petits services, ils vous permettent d'envoyer des mails, c'est gentil, c'est sympa. Et puis après, voilà, 12 morts.
à Charlie Hebdo. Mais- Il faut J'ai pas compris la liaison. Oh, le Eh ben, lien. c'était J'ai l'islam, pas le compris. gentil islam, la religion. Rappelez-vous, crois que là, c'était là, les on mails. le dit un peu moins en ce moment. C'est marrant, religion de paix, d'amour et de tolérance. On le dit un peu moins, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Dès qu'on va attaquer Mais- une mosquée, Moi, je pense parce qu'on qu'il y a le des dit, jeux. Attendez, est-ce que on je dit peux que c'est fermer- une religion et que ça n'a C'est rien à marrant voir avec parce le que terrorisme. Je vous coupe pas, mais vous. Mais vous moi, je coupez vous tout le coupe. temps. Mais bien sûr que je vous coupe, parce que c'est Bah oui, aberrant. c'est dans votre nature, apparemment. C'est un petit peu aberrant de dire que Voilà. l'islam, Donc, elle me c'est le coupe. terrorisme, non? Ben, renseignez-vous sur l'islam. Alors là, je vous renvoie à mon livre noir de D'accord. l'islam. Peut-être, Oui. ça vous intéressera. De connaître les faits. Cela dit, je pense que vous faites une erreur d'analyse sur déjà ce qu'on appelle l'islam. L'islam n'existe pas. Il y a Ah, l'islam, voilà. Le communisme non plus, paraît-il. Voyez, il faut voyager un petit peu. L'islam que vous critiquez Il faut voyager. est un islam fantasmé parce que l'islam des Indonésiens n'a rien à voir avec celui des Iraniens, Et celui alors des Turcs. Et alors Bah, bien sûr, C'était pas la même chose. Et alors évidemment. Donc, quand vous dites l'islam sur Internet, effectivement, c'est un islam effectivement déviant, mortifère, et contrairement à ce que vous pensez, ce qui fascine ces jeunes qui sont à la dérive, qui sont la plupart de tous ces candidats au meurtre, ont tous le même profil, sont des déclassés, anciens délinquants, généralement alcoolos ou drogués à peine repentis. Et ce qui les fascine, c'est pas le fantasme de la religion de paix et d'amour, toutes les religions sont gentilles, hein, hormis le satanisme peut-être. Mais ce qui les fascine, c'est côté morbide. Ce sont les décapitations directes. C'est un peu comme les films gore sur Canal+. C'est ça qui est fascinant, parce que personne ne va les tuer pour une religion d'amour et de gentillesse. Au pire, ils vont les tracter des Corans dans la rue, quoi. Et c'est là, effectivement. Mais là, Internet n'y est pour rien. Internet n'est qu'un médium. Quand je faisais le parallèle entre Internet, qui est gentil, enfin, je parle des géants de l'Internet, hein, Facebook, Google, etc., qui tuent des milliers d'emplois, pas encore des gens, mais des milliers d'emplois. C'est-à-dire TomTom, par exemple, c'était le GPS, et puis Google est arrivé sur le marché, Oui. TomTom, tous à poil. Donc, Ça, c'est de la concurrence commerciale. non, précisément, c'est du marxisme. C'est-à-dire Amazon, tu es libraire. ça vous fait Donc, rire. c'est Karl Marx que je trouve la C'est la direction. capacité d'avoir une Mais constante. est-ce que Marx était musulman? C'est ça que je veux savoir. Bon, est-ce que Pour une fois, Karl Mahomet Marx était va être utile. marxiste? TomTom. Il avait la barbe, hein, c'est un signe. TomTom On vendait revient des Internet, on revient Internet, on revient Internet. La barbe, TomTom. TomTom Je vendait suis des- islamo-marxiste. Ouais. Une fois qu'il est pas lieu. Martial, il faudrait quand même ajouter aussi une chose sur Je finis Internet. juste sur TomTom. TomTom vendait des prestations. Google est arrivé à tout Tom Tom et fournir- Nana à Quand j'aime bien, là, à la fin, là, c'était bien Tom Tom et Nana. tout fournir. Donc là, on a un exemple du marxisme, c'est Voilà, le dérision, marxisme typique, déconstruction. dérision, ouais, conneries. Ça, c'est le marxisme. J'ai quitté C'est Tom Tom et TomTom sur Nana. Garmin, je suis désolé. On se retrouve dans quelques instants. Internet, même pas peur, mais c'est pas facile de parler ce soir d'autres sujets que quelques-uns. Internet, une vieille histoire avec l'Apple du 18 juin. Pas mal. Ah oui, bravo. de Liberté avec Jean Robin, notre invité. Et notre dernier thème, c'est tout simple, c'est celui qui nous a été imposé pendant toutes les fêtes de Nouvel An, c'est Devine qui vient dîner. Figurez-vous que le 2 janvier, Marianne, l'hebdomadaire Marianne, a révélé que des jeunes de l'UMP ont passé la nuit de réveillon de la Saint-Sylvestre en compagnie de cadres tout aussi jeunes du Front National. Polémique, scandale, non-événement, acte inadmissible. La gauche a réclamé des sanctions, l'UMP a temporisé, certains ont réclamé des sanctions, le Front National lui a rigolé. Et vous? Moi, je me demande déjà comment est-ce qu'on peut faire pour être en même temps jeune à l'UMP. Ça, c'est une bonne question. Et après, effectivement, la présence de l'UMP dans une soirée de bon goût, ça peut être effectivement une faute de goût. Non, Jean-François Copé est quelqu'un de très bien. Ah oui, pardon, c'était un Vous rigolez pas là, je dis tout le temps, les gars. Arrêtez-vous un peu. Ouais, c'est clair. En fait, il y a un moment dans Welbeck, ça. Vous savez, c'est dans Welbeck. Oui, et j'avais une Il amie. y a une fille qui a fantasmé sur Jean-François Copé. J'ai mis une semaine à m'en remettre. On trouve n'importe quoi maintenant chez les filles. Et tout. Voilà. On ne peut plus faire confiance aux peut filles. plus On faire fait vraiment confiance aux filles. voilà, on Et fait les médecins en n'importe J'ai pensent mis une quoi fausse. Voilà, il y en a qui ont lu Welbeck ce soir. Et donc, le fait qu'on puisse être avec des jeunes de l'UMP, des jeunes du Front National en train de dîner, au réveillon au 31 décembre, est-ce que c'est possible de se souhaiter la bonne année sans faire de la politique? Est-ce que ça peut arriver Alors, encore sans que la gauche Ah Martial. Je le fais le Martial. Moi qui suis communiste,
Vous avez la barbe d'ailleurs. Moi qui suis communiste On a le dernier ici. Quand même. Attention. et marxiste, De la barbe de Maurras. je tiens à le attention. préciser. Et socialiste peut-être Socialiste, si Ah, vous voulez. ça, c'est Enfin, la bon, moi totale. qui suis écologiste et libertaire avant Ah, tout, bah, comme ça. et qui suis présent ici, enfin, donc communiste, Ouais. et qui suis présent ici, ici ce soir avec vous sur cette web télé, bon, qu'on peut considérer comme étant un peu à droite, voire à l'extrême droite. À droite. À droite, allez, à droite, je vous le laisse. Partout, mais à gauche, parce que j'ai Je vous le eu laisse, ici à votre place, mais- il y avait Jean-Yves Camus il y a quelques jours, Bah, il y avait c'est bien. Yves Boisset, Bah, tant il y avait mieux. Jouer les choses en donne d'autres. Bah, tant mieux, Voilà. bah, je suis bien content. Voilà, vous voyez, il y a je suis pas bien de vous, content, hein. j'ai été précurseur alors. C'est tous ceux qui Mais- défendent l'esprit français, pas besoin d'être droite, d'extrême Arrêtez avec droite. cet Tant esprit qu'il y a pas français. du Marx. MP, C'est ça, c'est pas tous ceux qui défendent l'esprit Il y a la français. France qui l'ont un petit peu au Ah, cœur. on a c'est pas entendu. grave. Chut. Laissez parler Nicolas, Attendez. qui va nous dire qu'il jamais réveillerait avec l'UNMP quand même. Alors, avec l'UMP, plus avec le FN qu'avec l'UMP finalement. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? On a, pour Charlie, je reviens juste sur Charlie, parce que j'en ai quand même gros sur la patate, je vous cache pas. Mais on a dit, ils sont morts pour la France. Mais quelle connerie! Non, Quelle mais non. connerie! C'est insupportable. Ils sont bien évidemment pas morts pour la France. La France, ils s'en tamponnent. Comme je m'en tamponne de la France. Ah, ouais. Je m'en fous de la nation. Ça ne m'intéresse pas. Allez. Bien, bravo. Et oui. Si je ne suis pas communiste, je ne suis pas marxiste, mais je reste profondément internationaliste. Profondément. Bah, trotskiste. Profondément. Mais arrêtez, vous Bah si, c'est ça le trotskisme, renseignez-vous. Je Ah m'en bon. prends du trotskisme. Il y a des Non, libéraux. mais je suis profondément internationaliste. J'ai rien contre la France. C'est mon pays. Je suis content d'être dans ce beau pays libre, sans barreaux aux fenêtres. Mais pour le reste, je m'en fous. Donc Charlie, ils sont pas morts pour la France. Ils sont nés pour l'intelligence et la fraternité universelle, une intelligence sans frontières. C'est tout. Bien sûr que c'est ça. Et c'est pas pour la France. Bon. Enfin, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que moi qui suis là, ici, là, avec vous, avec des idées qui sont pas exactement les mêmes, je vous considère même, la plupart d'entre vous, comme des ennemis politiques. Surtout vous, Jean Robin. J'espère bien, vous me flattez. Mais, comment dire? Je veux dire, je vous rejette pas en dehors de l'humanité. Vous savez, très fréquemment, j'organise des dîners un peu marrants, débats politiques bonne franquette. Il y a des gens qui, ça va du NPA, enfin plus trop du NPA, mais du Front de gauche, disons, parce que le NPA, il n'y a plus personne au NPA, du Front de gauche jusqu'au Front national. Et on est là, et c'est bonne franquette, et on est content de se retrouver, et on Ça, est c'est bienveillant. français. Je sais pas, mais arrêtez, français, vous êtes chiant avec vos histoires de France. La France, c'est pas important, la France. mauvais Ce coucheur. qui est important, c'est pas la France. Ce qui est important, c'est qu'on soit libre. C'est qu'on soit libre et qu'on puisse discuter, qu'on puisse débattre. Il y a que ça qui est important, l'esprit français. C'est quoi? Ça veut rien dire, l'esprit français. Qui débattent pas au Danemark, en Allemagne, en Angleterre. Faites taire l'avocat. Au secours. Je C'est voulais pas juste facile de finir. faire taire l'avocat. Je ne me souviens plus de votre question, mais je souhaiterais finir. Il se souvient plus de la question. C'est bien un avocat. Non, m'applaudissez pas, après on va dire que bon, connivence, etc. Il y a quand même. Non. Bravo, Martial. Est-ce qu'on peut revenir à la question? On demande la C'est question. quoi, quelle était la question initiale? La question initiale, est-ce que vous trouvez qu'il est scandaleux que des jeunes de l'UMP Donc non, alors, je vous y réponds. des jeunes Je du Front finis National. rapidement. C'est son nom, chaque chose. Maintenant qu'on lui a Je sais posé pas la question, Attends. il va répondre. Alors, je finis. Bien frappez évidemment que ça n'est pas scandaleux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont les amis qu'ils veulent. La seule question qui est intéressante et qui est importante, c'est la proximité idéologique. Ça n'a rien à voir avec ce dîner, cette fête-là. La proximité idéologique entre l'UMP et le Front National. Ça, c'est le vrai sujet. Ça, c'est le vrai enjeu. Après, ce qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est jeune. Alors, Philippe, est-ce qu'on peut déjeuner, dîner ensemble un 31 décembre sans avoir les mêmes idées politiques? Bien évidemment, on peut dîner avec qui on veut, même des gens de gauche, c'est pas un problème, des gens UMP, c'est bon. Mais il y a quand même une chose étonnante. Pour un bon 31 Il y a quand même décembre, il ne faut pas le pousser non plus. Une chose étonnante, c'est on s'est scandalisé de cette promiscuité entre UMP et FN parce que les jeunes de l'UMP risquaient d'être gangrenés par les idées du FN. Pas un seul, faut le remarquer, n'a imaginé que les gens du FN pourraient être contaminés par les idées du MP. Ils étaient tous Qui bourrés, prouve bien de toute qu'ils n'ont façon. pas d'idée à l'UMP. Non, c'est... Solange, est-ce que ça vous choque ou pas? Tout a été dit, j'ai l'impression, parce que déjà c'est un événement privé. Donc, C'est un non-événement, surtout. Oui, déjà, donc voilà, donc c'est un non-événement. Et surtout, les gens font ce qu'ils veulent. Enfin, je pense qu'ils même ils couchent avec qui ils veulent. Enfin, vous voyez, Vous avez lu Houellebecq? Non, c'est Ah pas- si, vous avez lu Houellebecq. Je pense que c'est. À la rigueur, c'est sans doute, oui, c'est peut-être sexuel, c'est peut-être excitant de dîner avec des gens de l'UMP. Il y a quelque chose de pervers. Je sais pas, j'en sais rien. Non, ce qui pose un problème, Solange. On peut Solange. en savoir Mais oui, plus, mais là, ça me là, c'est hyper bizarre, comme vous le disiez. La question, non, la comme question vous le qui disiez, se c'est pose, très très bizarre la d'être de question jeune qui et se d'être de pose, l'UMP. la question qui se pose, c'est qu'on peut considérer que les jeunes de l'UMP et les jeunes du Front National, il n'y avait pas
il y avait des frontières assez étanches et que c'était deux mondes différents. C'est ce qui peut choquer. J'essaie de me placer dans cette situation, c'est qu'on puisse considérer que ces frontières se sont abaissées et que finalement un jeune de l'UMP et un jeune du Front National, ça peut avoir la même tête, la même façon de s'habiller, la même façon de boire, la même façon de faire l'amour si ça vous fait plaisir, mais c'est pareil, identique. Ça peut être identique. Et ça inquiète. Ça peut inquiéter. Non, et puis surtout, les gens qui reprochent au Front National d'exclure, c'est eux qui excluent sans cesse tout rapprochement. Non, mais vous voyez ce que je dis, c'est peut-être ça qui est choquant. Les grandes idées. Vous faites exprès de prendre le point de vue de l'avocat du diable en disant « Oh là là, on ne pensait pas que ce que je vous vois venir à 200 km ». Mais vous êtes trop intelligente. Mais non, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Et très humble aussi. C'est-à-dire qu'en fait. Et communiste. Oui, et communiste. Poursuivez. Ouais. Mais bon, alors de tout temps, sauf chez les gens peut-être un petit peu limités. Prof de français, t'as commencé par de tout temps. Une dissertation qui commence par de tout temps, tu te fais dézinguer. Exactement. Non mais. Excusez-moi. Écoutez. Ce qui se passe, c'est que les gens, sauf les gens un petit peu limités, soit cérébralement, soit psychologiquement, se sont toujours vus dans la diversité. Et évidemment, il y a un ordre médiatique qui fait que les gens du Front National, selon les médias officiels, les gens du Front National sont intouchables, sont infréquentables, on ne peut pas les inviter, etc. Mais en fait, c'est quand même 25% aux élections européennes, donc en fait, ils sont pas... Donc là, en fait, ils ont monté un truc. Pourtant, Marianne est un journal que j'aime beaucoup, mais ils ont monté un truc genre oh là là, c'est dingue. Au loup. Il y a des jeunes de l'UMP qui réveillonnent avec des jeunes du Front National, comme je disais déjà. C'est quand même vachement plus grave d'être jeune à l'UMP que jeune au FN. Enfin, j'ai l'impression. Jean Robin, est-ce que c'était pas tout simplement un rassemblement de jeunes bourges? Bah oui. Tiens, vous applaudissez pas là. Écoutez, moi, mon avis là-dessus, il est assez simple. C'est que j'ai l'impression qu'on... Comme toujours. Vraiment, on se noie dans un verre d'eau. Cette histoire est complètement anecdotique. La France est en train de mourir. Je pense qu'il y a 2-3 personnes qui sont au courant maintenant. Elle meurt devant nos yeux et il y a encore des gens pour discuter du fait que des jeunes auraient le droit ou pas de se rencontrer lors du 31 décembre. Enfin, est-ce qu'on est en train de complètement disparaître nous-mêmes aussi ou pas? Ou est-ce qu'il faut prendre acte de la situation, que le pays est en guerre quasiment civile maintenant? Je veux dire, je disais ça il y a déjà quelques années. On me riait au nez, comme certains me rient au nez quand je parle du marxisme, parce qu'ils n'ont pas étudié les faits. Est-ce que vous avez lu le Capital? Est-ce que je peux terminer ma phrase? Non, est-ce que vous avez lu le Capital? Est-ce que vous êtes un prophète? Finalement. Donc la France se meurt devant nos yeux. Des gens ouvertement disent « mais la France, c'est quoi la France ?» Ben moi, je suis désolé. La France, c'est mon pays, c'est ma culture, c'est ma langue. Il y a des gens comme mon arrière-grand-père qui sont morts en camp de concentration pour défendre la France sur laquelle vous crachez aujourd'hui. Le mien aussi. Oui, et ben alors. Je suis pas sûr qu'il ait dit qu'ils crachaient ils étaient sur la France. communistes et ils ont été déportés. Ma grand-mère était à Ravensbrück. Qui faisait que cette compétition là de Non, merde. c'est pas une compétition. C'est Mais pour si, vous c'est dire une que ce compétition. pays, des Bien, gens si vous sont pouviez vous morts la sortir, vous la à cause de sortiriez. ça. Les communistes ont collaboré entre 39 et 40. Donc là, Ah, vous les avez mal communistes. fait Mais pourquoi vous parlez que des la communistes? ramener. C'est lui qui en parle. Il y a des thèmes. excusez-moi, Martial je a donné finis des juste ma thèmes. phrase. Il n'y a aucun thème qui concerne le Je sais pas Parti s'ils ont communiste. collaboré. En Oui, tout ben, cas, je elle a parle été de ce que je déportée. veux. Donc, Si c'est encore interdit. Oh là là. mignon, mais Ce que je veux vous dire là, j'essaye de voir la situation telle qu'elle est. Les gens se regardent dans la rue. Moi, je ne suis pas comme l'oligarchie qui nous dirige et à laquelle, selon moi, vous J'appartiens, bien participez. évidemment. Voilà. Vous appartenez parce que vous Attendez. écrivez des tribunes dans des journaux à succès. Comme Je suis désolé, mais Sciences Po, bon, c'est l'oligarchie. Donc voilà. excusez-moi d'avoir un Donc, petit peu de on est- compétences. On n'est plus C'est rare. C'est un bien rare. d'incompétence, vous voulez dire. De compétences. À Sciences Po, c'est Compétence. l'incompétence qui règne, Mais vous puisque savez pas de ce quoi sont vous ceux qui parlez. nous dirigent, excusez-moi. Vous savez pas de quoi vous Mais parlez. c'est pas parce qu'ils vous dirigent qu'ils sont incompétents. C'est Vous savez incroyable. pas de quoi Mais en vous fait, ce qui parlez. vous emmerde, c'est quoi? C'est d'être Vous êtes un frustré. vous êtes interrompu Vous êtes un par une frustré. femme, vous êtes. Ça C'est pas ressemble grave. de plus Hein. en plus à chez Pollock ici. C'est formidable. C'est formidable. Je peux allumer une cigarette dans l'ambiance.
On peut le dire. L'autre fois, on me reprochait de trop parler de Le Pen. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Hein. Oui, au fait. Le Pen, alors. Qu'est-ce qui devient? Non, je suis interrompu par quelqu'un qui Attendez, parce que là- m'a insulté hors antenne et Oui, qui oui, n'ose oui, pas tout le à fait. faire. Non, non, si vous voulez, je peux le dire. Donc je peux le redire. Mais m'associe, je peux le redire à l'antenne, d'ailleurs, je pense Jean-Robin, qu'il je est limité, m'associe en fait. Aux insultes. Je m'associe aux insultes. Ben oui, il n'y a pas de problème. Moi, je L'esprit français, comme on dit. Moi, C'est l'esprit français. Je redis que je vous ai insulté. Monsieur, Il me semblait que l'esprit français, c'était la Allez, retenue, si, justement. Non, chez Polak, c'était possible, c'est possible aussi chez Decaune, mais ici, on est courtois parce qu'on est français, et moi, je suis français et je suis courtois. voilà. Je suis courtois avec vous, je suis courtois avec vous, je suis courtois avec vous, avec vous, et ça le restera. Ça, c'est liberté, c'est la courtoisie, c'est l'intelligence, et c'est donc pas l'invective. Ok, D'accord. ça c'est bon. D'accord. On continue. Mais c'est Allez. important que ça se sache aussi. Ben oui, mais chacun a le droit de dire ce qu'il veut. C'est ici. assumé. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. J'y pense que là, chacun dira ce qu'il voudra. Ah, ben, c'est important. Moi, ici, je suis là pour que chacun puisse dire ce qu'il veut. Quand j'ai accueilli Yves Boisset, j'ai pas regardé ce qu'il avait fait, j'ai regardé ce qu'il fait aujourd'hui. Il était là. C'est un type qui a fait des bons films. J'ai pas été regarder ce qu'il avait fait avant. Quand je vous invite, je ne cherche pas à vous changer. Je vous prends tel que vous êtes. Et je vous en remercie, Martial. Je vous insulte pas pour autant. Je vous en remercie. Voilà, donc ça, c'est important de le dire. Allez, avec ce réveillon avec le FNJ, c'est un pas vers la haine. Au contraire, je suis venu parce que je suis tombé amoureux de Kelly FNJ. Ça doit dire quelque chose à quelqu'un. Alors, je pense que Kelly, c'était celle qui avait été invitée. Alors, un dernier mot rapide, c'était pour évoquer à nouveau vers Ignace, les journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo, avec ce dessin. Mais Ignace, c'est un dessinateur catho, alors il l'a écrit, assez catho. On a blasphémé comme des damnés, disent 5 dessinateurs qui ont été assassinés, et il prie pour nous. Voilà, peut-être une petite forme d'hommage, tout en rappelant bien évidemment que les cathos prient pour tous. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre une petite chose, Martial? Mais je vous en prie, Parce c'est qu'on Polak. passe- Alors, comme, allez-y. comme on passe toujours de très bonnes soirées chez vous, il y a quand même beaucoup d'ambiance. Lui, il y a quand même quelqu'un que vous n'avez jamais invité ici, qui en mettra encore plus, ça serait quand même Le Pen, Jean-Marie. Oui, et alors Vous l'avez jamais invité? Vous voulez que je réponde à ça Ce serait pas une bonne idée de l'inviter? Et où est le problème? Eh bien alors? Alors on l'invite. Écoutez, voilà. on invite Jean-Marie Le Pen, on verra bien s'il répond. Écoutez, voilà, l'invitation est lancée. Maintenant, on fait les invitations. C'est Polak, c'est le marché. Voilà, bon, c'est comme ça. Bonne soirée, on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas de donner pour TV Liberté qui laisse parler toutes les sensibilités avec courtoisie. Merci, bonsoir.